Luc Ferry, bonsoir. Vous êtes philosophe, vous avez été ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche sous Jacques Chirac. Vous publiez Cette façon d'être heureux aux éditions XO. Tout d'abord, un mot de politique. Comment est-ce que vous avez trouvé François Fillon et Alain Juppé hier soir ? Je vais vous dire, je les ai trouvés très très bons tous les deux. Voilà, j'ai trouvé que le débat était de très haut niveau, que c'était très bien, qu'il n'y avait pas de paillettes, c'était peut-être pas très drôle, mais c'était techniquement très intéressant. Et il y a un vainqueur, selon vous, il y a quelqu'un qui... Apparemment, c'est l'ami François qui a gagné. Bon, mais, et pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy, je pense, a réussi à couler Juppé en faisant croire que Juppé était un mou centriste à coquiner avec Bayrou. Enfin, c'était l'idée que voulait faire passer Sarkozy. Et je crois que cette campagne contre Bayrou a été extrêmement efficace contre Juppé. Voilà, moi, mon souhait serait qu'ils travaillent tous les deux, mais ensemble. Mais regardez, par rapport au débat américain, on est quand même 40 crans au-dessus. On a quand même beaucoup de chance d'avoir des gens. Mon souhait, ce serait que Manuel Valls soit en face, et pas François Hollande, qui, franchement, est aujourd'hui dans un état... j'allais dire même ridicule. Bon. Et donc, je pense que seul Manuel Valls, aujourd'hui, Macron n'étant pas vraiment de gauche, seul Manuel Valls serait capable de nous faire un vrai débat démocratique droite-gauche. Alors, Luc Ferry, vous avez été ministre de l'Éducation nationale. Hier, François Fillon a mis en cause les manuels scolaires qui seraient rédigés... Les manuels, c'est les programmes. Les programmes, voilà. Oui, alors, il a dit qu'il n'y avait plus Clovis, qu'il n'y avait plus Rousseau et Voltaire. Et c'est faux, Clovis est en CM1 et Rousseau et Voltaire sont au programme de la 4e. Oui, sauf qu'il a raison sur le fond, c'est-à-dire que ça a été remis après. Il y a eu plusieurs moutures des programmes, mais dans la première mouture des programmes, il avait raison. Et donc, par exemple, sur le programme de 4e d'histoire, que j'ai regardé ça, évidemment, je connais ça par cœur, le programme de 4e d'histoire initiale, c'était, vous savez, c'est le 18e siècle, le siècle des Lumières. L'intitulé général, c'était « L'Europe domine le monde, la colonisation la traite négrière ». Et il n'y avait pas Rousseau et Voltaire dedans. Donc ça a été corrigé après. Pourquoi ? Parce que j'ai fait avec Chevènement, Julliard, Michel Onfray et Pascal Bruckner et François Bayrou une pétition pour qu'on change ces programmes. Ça a été efficace, mais là où il a raison quand même sur le fond, c'est que ça a été corrigé de manière cosmétique. Il y a de l'idéologie, alors, dans l'enseignement de notre histoire. Mais pas seulement dans l'enseignement de l'histoire. Ne me croyez pas, allez voir les programmes de français du collège. Se construire, se découvrir. C'est pas un programme de français, c'est un programme de psychologie positive, mais complètement débile. Donc oui, il a raison, ce sont des programmes idéologiques. Simplement, bon, dans le détail, il n'a pas suivi, il n'a pas vu que il y avait une correction, mais qui est encore une fois cosmétique, mais l'inspiration est bien celle qu'il dénonçait. Et c'est vrai qu'il a raison de dire que les politiques ne s'occupent pas des programmes d'histoire. Est-ce que Fillon incarne, selon vous, et ceci dit sans aucun jugement de valeur, une droite traditionnaliste, catholique et conservatrice sur le plan des mœurs ? Oui, bien sûr, c'est évident. D'ailleurs, moi, c'est le point sur lequel je me sens le moins proche de lui. J'ai beaucoup d'amitié pour lui. Je suis très content qu'il arrive là où il arrive. Mais sens commun, franchement, c'est pas ma tasse de thé. Je vais être très franc, je peux pas les encadrer. Voilà, donc je vous le dis très clairement. Laïque assumé, vous dites d'ailleurs une... Non, c'est pas ça. J'ai très grand respect pour la religion, mais je trouve que ce combat homophobe contre le mariage gay est absolument grotesque. Et donc, je suis pas du tout d'accord avec ça. Cela dit, c'est un vrai libéral. Par ailleurs, c'est un bon père de famille. C'est quelqu'un d'intelligent et d'honnête. Et donc, voilà, chapeau. Pourtant, on ne peut pas être totalement d'accord avec tout le monde. Luc Ferry, sur l'origine des problèmes de l'éducation, vous écrivez dans votre livre, il y a une problématique aussi qui est liée à la déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles. Absolument. Vous avez l'air de dire, c'est parce qu'on a oublié ces valeurs qu'incarne un peu Fillon. Pas exactement ça. Non, mais encore une fois, sur les valeurs traditionnelles, j'ai pas de problème. C'est simplement sur la question mariage gay que je trouve que c'est pas une bonne idée de se lancer là-dedans. Bon, mais encore une fois, on peut pas être à 100% d'accord avec qui que ce soit, donc ça n'a pas de sens. Mais non, ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est que vous savez, on vit dans un monde d'innovation permanente, donc de destruction permanente. C'est un monde schumpeterien, si je peux me permettre de faire une référence comme ça un peu allusive, et donc un monde dans lequel on a déconstruit la tonalité en musique, la figuration en peinture, les règles traditionnelles du roman. On a voulu en 68 déconstruire aussi les grandes visions morales du monde, traditionnelles, qu'elles fussent d'ailleurs religieuses ou laïques. Et donc cette déconstruction, elle a des effets dans le monde de l'éducation, parce que, par exemple, les règles de grammaire ou les règles de politesse, cher ami, il n'y a rien de plus traditionnel. Les choux, hiboux, genoux, cailloux, ni vous ni moi ne les avons inventés. La créativité en matière de grammaire, ça s'appelle les fautes d'orthographe. Et donc, mais c'est la vérité. Et en matière de politesse, c'est rarement réussi. Donc oui, il y a eu un effet très positif de l'innovation. Je suis très favorable à l'innovation, mais il y a eu aussi des effets délétères. Alors, Luc Ferry, on le voit en ce moment en France, il y a un recul, il y a une demande des peuples pour moins de liberté
et plus de sécurité. On le voit avec l'état d'urgence. On voit la même chose aux États-Unis, etc. Oui. Est-ce que c'est une bonne politique d'un point de vue philosophique Oui. que de renoncer à un peu, de sacrifier sa liberté Un peu, oui. pour plus de... Et je vais faire un lien avec votre livre, pour être plus heureux. Oui, alors vous avez deux grandes traditions philosophiques, une qui vient de Thomas Hobbes, donc dès le XVIIe siècle, une autre qui vient plutôt de Rousseau. Pour Thomas Hobbes, il faut sacrifier sa liberté, si on doit la sacrifier au profit du bien-être, parce que pour Thomas Hobbes, on vit dans le risque de la mort permanent, la guerre de tous contre tous, et mieux vaut sacrifier sa liberté pour sortir de l'état de guerre, sortir de la peur. Bon, et puis il y a une autre tradition qui est plutôt la tradition rousseauiste et puis après libérale, pour laquelle la liberté, et moi je m'inscris dans cette tradition, est beaucoup plus importante que le bonheur. Cela étant dit, à partir du moment où vous décidez vous-même de sacrifier quelques petites parts de liberté pour obtenir plus de sécurité, ce qu'on fait par exemple en Israël, soyons très concrets, Israël est une société très démocratique et très sécuritaire. Comme disait Rousseau, la liberté c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Autrement dit, si vous acceptez vous-même des lois qui limitent... Si librement on accepte d'avoir moins de liberté... Exactement, vous êtes quand même dans une société de liberté. Et c'est le cas par exemple en Israël qui, à mon avis, vous voyez, on a encore eu aujourd'hui des affaires de terrorisme qui ont fort heureusement été stoppées au dernier moment. Je crois qu'on sera obligé, si ça continue, d'aller vers une société à l'israélienne. Alors on va parler de votre livre. Cette façon d'être heureux. D'abord, pour voir l'enjeu, si on n'est pas heureux, est-ce qu'on a raté sa vie? Non, pas forcément. On peut très bien. Il y a des valeurs qui peuvent être supérieures au bonheur. Vous pouvez très bien avoir des valeurs justement de liberté, par exemple. Vous pouvez avoir des valeurs d'amour qui sont supérieures au bonheur. Qui d'entre nous ne serait pas capable de risquer sa vie pour défendre ceux qu'il aime, ses enfants, par exemple? Et donc on voit bien que l'amour ou la liberté peuvent être des valeurs supérieures au bonheur dans certains cas. Et ça ne veut pas dire, sous prétexte qu'on a mis ces valeurs au-dessus du bonheur, qu'on a raté sa vie. La vie bonne n'est pas forcément la vie de bonheur. On n'est pas des pourceaux. Alors, pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre et c'est quoi être heureux? Est-ce que ça s'apprend? Et si oui, donnez-nous votre Je ne crois pas au bonheur. Je pense que le bonheur est une idée absurde. C'est pas un état permanent qu'on aurait atteint voilà. parce que non. Je pense qu'on a des moments de joie, qu'on a des plages de sérénité et que ce qui est très important, c'est cette façon que je raconte dans le livre, c'est de construire ces moments de joie dans la lucidité. Je suis très, très en accord avec Freud et Nietzsche sur le fait que les carabistouilles, les illusions nous rendent malades. Je suis favorable à la lucidité. Donc j'essaye d'analyser ce qui nous rend heureux, mais dans la lucidité. C'est-à-dire, ça veut dire quoi la lucidité? Ça veut dire on sait que c'est éphémère et fragile. Voilà. Et c'est quoi alors concrètement? Il y a 7 verbes. Voilà, donc admirer, aimer, apprendre, s'émanciper, élargir l'horizon. Être heureux, c'est regretter un peu moins et c'est aimer un peu plus. Alors non, là c'est une référence à la mythologie grecque, à la philosophie grecque. Pour les Grecs, vous savez, comme pour les bouddhistes d'ailleurs, il y a 2 mots MAUX qui pèsent sur la vie humaine, c'est le passé et le futur. La nostalgie nous tire en arrière, l'espérance nous tire vers le futur. Et l'espérance pour les Grecs, c'est la pire des choses, puisque vous espérez la richesse, c'est que vous êtes pauvre, vous espérez la santé, c'est que vous êtes malade. Et donc l'idée des Grecs, carpe diem, on retrouve ça chez Horace, c'est qu'il faut se débarrasser des illusions du passé et du futur pour être capable d'habiter le présent. Alors Luc Ferry, votre livre commence par cette citation de Flaubert. Pour être heureux, il faut être bête, égoïste et avoir une bonne santé. Être bête, égoïste et avoir une bonne santé, bon, voilà alors, les 3 conditions voulues. Personne n'a envie de cocher les 3 cases, là. Mais n'oubliez pas la suite. Si la première fait défaut, tout est fichu. J'adore, c'est la bêtise. Et c'est l'idée de l'imbécile heureux. Et donc, Kant disait, aussi je cite ça, si la Providence avait voulu que nous fussions heureux, elle ne nous aurait jamais donné l'intelligence. Parce que l'intelligence, ça vous permet évidemment de prendre conscience, c'est toujours la lucidité, du fait que vos moments de joie et de sérénité sont fragiles et éphémères, évidemment, et c'est très bien comme ça. Voilà. Ça ne les rend que plus précieux. Cette façon d'être heureux, merci Luc Ferry, c'est aux éditions XO. Et puis je précise également, pour Noël, tiens, pourquoi pas 2 livres sur la mythologie grecque. Aux éditions Glénat, il y a Jason et la toison d'or du Glénat, et Thésée et le Minotaure. Merci. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air qui revient sur le débat Juppé-Fillon hier. Que faut-il en penser? Quelles ont été les prestations de chacun? C'est dans l'air est intitulé ce soir Juppé-Fillon, balle de match.